Salut tout le monde, vous êtes sur le Life Mastery Podcast avec Manu Lemire. Et Guillaume Bareil. Dans ce podcast-là, on aborde l'entrepreneur et toutes les sphères de sa vie, de sa santé à sa conscience, à ses connexions, à sa business et everything in between. Si jamais pendant l'écoute, vous entendez une idée qui mérite d'être partagée, surtout n'hésitez pas, publiez une story, c'est ce qui nous aide à faire connaître le podcast et à impacter encore plus de gens positivement. Si vous demandez comment on fait pour être beau comme ça devant la caméra et avoir un son aussi impeccable, ça c'est grâce à la gang de Create You. Si tu as des projets audiovisuels, contacte la gang de Create You, ils vont t'arranger ça comme nous. Aujourd'hui, on dédie l'épisode à Manu. Puis en fait, on va aussi dédier un épisode à moi, ou on l'a déjà dédié, peu importe. Puis dans le fond, je vais juste vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. Première des choses, c'est que moi et Manu, on gagne à se connaître à mesure qu'on avance dans notre relation. Et c'est vraiment extraordinaire à chaque pas qu'on fait ensemble. Puis on veut vous amener là-dedans. On veut vous amener dans la découverte. Puis on veut littéralement que vous nous découvrez en même temps qu'on se découvre. Puis que vous appreniez à nous connaître. Puis que vous compreniez, dans le fond, qu'est-ce qu'on a derrière la cravate. Pourquoi on fait ce qu'on fait. Puis pourquoi on vous amène dans le podcast. Donc, comment ça va, Manu? Ça va très bien, toi, Guillaume? Ouais, ça va bien. Merci de me recevoir. Sur notre podcast. T'es-tu stressé par les questions que je vais te poser? Mon Dieu, oui, c'est sûr. Puis de toute Ouais. façon, tu sais, mon avocat est là en studio avec nous. Fait que, Hey, je commence avec une première question que j'ai envie de te poser qui est c'est quoi l'affaire la plus difficile que tu as vécue, que tu es fier de t'être relevé? Commence de même. damn. Parce que je sais en plus que tu as vécu beaucoup de choses. Je pense qu'une des choses les plus difficiles desquelles je me suis relevé, mon Dieu, il y en a tellement, tu sais. C'est ma vie, c'est des Ouais. séquences de résilience collées une après l'autre. Mais je pense que l'espèce de la fin de ma carrière de joueur de basketball, de façon très impromptue, a été vraiment un coup de poignard parce que du jour au lendemain, il a fallu que je me redéfinisse dans mon entièreté parce que toute ma vie était dédiée à ce sport-là. Donc, mes entraînements, mes amitiés, mes loisirs, tout tournait autour du basket. Et là, quand ça m'a été enlevé, il a fallu que je me demande, OK, mais moi, je suis qui dans le fond? Hmm. Donc, le fait de me poser ces questions-là, entre autres, sont ce qui m'a amené à énormément m'investir dans la croissance personnelle pour arriver justement à me redéfinir. Fait qu'au final, oui, ça a été extrêmement positif, mais sur le coup, je te dirais que ça a été très difficile. Hmm. Il te reste-tu une portion d'identité du joueur de basket? De moins en moins, progrès très, très synchronisé avec mon arthrose, je te dirais. Fait que moins j'ai de genoux, moins j'ai d'identité de joueur de basket. Tu sais, évidemment, l'identité d'athlète, je la porte encore. C'est super important pour moi d'être un gars actif, de m'entraîner, de faire du sport, de bouger, de sentir que je suis bien dans ma peau, que j'ai de l'énergie, puis que je dégage physiquement ce que je ressens par rapport à moi intérieurement. Ceci dit, au niveau sport compétitif, basket, football, volleyball, boxe, peu importe, tu sais, c'est beaucoup plus hors d'atteinte, si je peux dire. Fait qu'il a fallu que je me replie sur d'autres solutions. Mais j'ai encore cette identité-là quand même de joueur de basket, un petit peu moins, mais athlète quand même. OK. Qu'est-ce qui te sert? Ça, moi, je suis un sportif aussi. Dans le fond, j'ai joué au hockey toute ma vie. J'ai fait plein de sports aussi. Puis, il y a des beaux parallèles à faire entre les différents sports. Tu sais, comme par exemple, moi, je sais que tu as joué principalement au basket. As-tu joué à d'autres choses? As-tu fait d'autres choses beaucoup ou c'est principalement le basket? Principalement basket, je te dirais. Hein? Vois-tu, je savais pas la réponse à cette question-là. Moi, mettons, j'ai joué au golf puis j'ai joué au hockey. T'en retires des choses complètement différentes. D'un côté, le sport d'équipe, l'esprit d'équipe, bref. Puis de l'autre côté, le sport avec soi-même, son propre mental, ses propres limites. Qu'est-ce que tu traînes encore avec le basket, du basket puis du sport dans ta vie aujourd'hui? Là? Je te dirais principalement, il y a énormément de choses que le sport m'a appris, puis que si ça avait été un autre sport, je pense que les leçons auraient été les mêmes quand même. Ouais. Oui, travail d'équipe, mais également le fait de comprendre que tes résultats vont être à la hauteur de tes sacrifices et de tes efforts. Hmm. Le fait de comprendre que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois. Le fait de réaliser que les grandes choses prennent du temps. Tu sais, quand je me souviens, là, quand j'étais plus jeune, puis j'arrivais pas à toucher à l'anneau, tu sais, le fameux milestone du jeune joueur de basket qui saute de son plus haut,
puis il touche pas à l'anneau. Puis éventuellement, tu arrives à un point où, des années plus tard, tu sautes, tu t'accroches à 2 mains, aucune difficulté, c'est juste tellement rendu toi. Mais il a fallu passer par des heures et des heures et des jours d'entraînement, de développement, de pratique, de pliométrie. Donc, ça m'aide encore aujourd'hui, quand j'ai des grands projets qui nécessitent beaucoup de temps, à accepter d'avance que ça se peut que ce soit beaucoup plus long que prévu, mais que le temps va passer de toute manière, tu sais. Donc, aussi bien se consacrer puis rester discipliné dans la bonne direction. Vois-tu, moi, ce moment-là où tu sautes puis tu te pognes à 2 mains après l'anneau, je l'ai jamais vécu. Écoute, il existe des paniers dans les piscines qui peuvent peut-être te permettre de réaliser ce Non, mais rêve-là. en fait, à l'école, on mettait un petit tremplin. Ouais. Et je me suis souvent pété la gueule en essayant d'attraper l'anneau. Hey, puis c'est quand, toi, le moment que tu as découvert, à la fois découvert peut-être, puis le même moment, j'imagine, que tu t'es dit, OK, moi, je veux être entrepreneur, je veux être à mon compte. En fait, j'ai pas eu la réflexion de je vais être entrepreneur. C'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. OK? Ouais, j'ai pas eu la conscience de je vais être libre, je vais être sur la plage, je vais faire mon horaire. Tu sais, j'ai jamais. Ouais, puis c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que sûrement que ça surprend plusieurs personnes, étant donné qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai l'entrepreneuriat dans mes veines à un tout autre niveau, là. Mais de base, moi, tout ce que je voulais, c'était partager un message positif, puis j'ai cherché des moyens de le partager à plus de gens, et c'est ce qui m'a amené vers l'entrepreneuriat. Parce que de base, tu sais, j'ai aucun dans mon environnement, j'ai personne qui est entrepreneur, dans ma famille non plus. Tu sais, je venais d'un milieu extrêmement pauvre, comme plusieurs personnes le savent. Donc, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que je ne savais même pas que c'était possible, en fait. Mais le message de croissance personnelle que j'avais à partager, je me suis toujours demandé comment je peux faire pour aider plus de gens, puis comment je peux faire pour les aider mieux. Fait que la recherche de solutions pour être plus efficace s'est transformée progressivement en stratégie finalement de marketing. Le marketing amène à la vente amène à... Et là, les piliers finalement d'une entreprise se sont installés progressivement dans ma vie, si je peux dire. Ah ouais, c'est intéressant ça. Vois-tu, moi, j'ai commencé par vouloir être sur la plage avec la pina colada. Mm. Puis après ça, comprendre que, sais-tu, c'est le fun aussi de contribuer en même temps. Non, c'est ça. Moi, j'étais une bonne personne de Ouais, c'est base, ça. c'est Moi, ça. je suis devenu une bonne personne C'est ça. à travers le temps. Toi, tu étais déjà une bonne personne. Puis, par curiosité, comment ça s'est passé? Tu as été principalement élevé, pas principalement, tu as été élevé par ta mère. Bien sûr. Ton père n'était pas là. Et tu raconteras, si tu veux, pourquoi ton père n'était pas là. Je suis curieux de savoir, tu sais, est-ce que ta mère a eu des peurs pour toi par rapport à ça, par rapport au fait que tu te lances, que tu sois autonome, que tu sais, comment ça s'est passé de ce côté-là? Ben, je te dirais la peur principale tout le long de mon éducation de la part de ma mère, puis on te salue maman, on t'aime tous, c'est le fait que je devienne comme mon père, évidemment. Ouais. Fait que ça a été l'art d'essayer de me donner un cadre super strict tout en subtilement ayant pas l'air de le faire. Mais éventuellement, tu sais, plus je vieillissais, plus je voulais explorer des limites, plus je voulais être autonome, indépendant, responsable, bien plus c'était difficile, tu sais, de me contrôler, si on Ouais. veut, dans les expériences que je voulais faire, puis tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé éventuellement, c'est que je me suis mis à beaucoup, tu sais, contester cette autorité-là pour m'émanciper, pour devenir libre, pour sentir que je vivais ma vie selon mes paramètres. Et, tu sais, évidemment, quand j'ai lâché l'université éventuellement, parce que j'ai fait 7 ans d'études après le secondaire pour finalement me diriger dans toutes les sphères possibles, sauf avec ce que je fais aujourd'hui, tu sais. Mm. Fait que quand j'ai lâché l'université, puis je suis allé voir ma mère, puis j'ai dit « Hey man, tu vas être fier de moi. » J'ai lâché l'école, là. Il y a eu un silence, mon gars, là. Puis là, elle attendait le moment où elle allait être fière, tu sais. Et j'y ai dit, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Je sais pas à quel point ça va être tough. Mais je te promets une chose, man. Un jour, je vais être payé pour être une bonne personne. Wow. Puis j'avais vraiment cette foi-là, puis cette conviction-là en dedans de moi. Puis tu sais, on s'entend, ce que je viens de te dire là, c'est pas un modèle d'affaires. C'est pas un plan. C'est même pas une business. C'est rien, là. C'est juste, je m'en vais sur bonheur.com puis j'applique pour être une bonne personne. Tu sais, il n'y a pas de concret. Mais je savais que l'impact qu'avait eu la croissance personnelle sur moi avait tellement de valeur à mes yeux que je me disais, ça ne se peut pas que si je consacre ma vie, mon cœur et tout ce que j'ai à essayer d'avoir ne serait-ce que 1% de cet impact-là chez les autres, ça se peut pas que je réussisse pas à en faire une carrière.
Puis quand je voyais des gars comme Dan Millman, Les Brown, Robin Sharma, Tony Robbins, Brian Tracy, Zig Ziglar, les plus grands réussir à parfois être sur un stage devant 20 000 personnes, être payés des centaines de milliers de dollars pour 1 heure de conférence, je me disais, si je peux ne serait-ce qu'avoir 5% de cette vie-là, ben je peux combler tous mes besoins de base et être heureux parce que je contribue et je suis aligné avec ma mission. Fait que c'était vraiment ça de base. Wow. Puis, ce serait quoi, comment tu définirais aujourd'hui la croissance personnelle? C'est quoi pour toi? Intéressant parce que j'ai eu une réflexion dès que tu as dit ça, c'est de se pencher sur le mot croissance. Au gym, on est conscient qu'un effort suffisant va générer de la croissance parce qu'il va créer des micro-déchirures. Donc, la notion de micro-déchirure personnelle et spirituelle est importante dans le terme croissance personnelle. Ce qui ne nous challenge pas ne nous changera pas. Et je crois fondamentalement, on parlait du sport tantôt, que oui, les efforts permettent de nous définir, les efforts permettent de nous amener à un tout autre niveau. Et je crois dur comme fer à la loi de l'attraction qu'on peut simplement changer notre vibration à l'intérieur et changer complètement notre monde extérieur. Mais si on le combine à la puissance des efforts canalisés, des actions concrètes, c'est là que vraiment tout peut changer dans notre vie. Donc, pour moi, la croissance personnelle, c'est de faire ce travail conscient d'observation de notre monde intérieur, de voir les répercussions que ce monde-là a sur notre monde extérieur et d'aller adresser de façon chirurgicale quelles sont les zones à optimiser pour réussir à avoir finalement le maximum de résultats en étant obligé de dépenser le minimum de ressources. Intéressant. J'ai tout de suite un follow-up question, mais juste avant, savais-tu que, comme j'ai déjà dit dans un autre podcast, l'ancienne Grèce, la Grèce antique, le développement personnel, c'était principalement pour les guerriers, les soldats, et c'était, selon ce qui a été reporté, une demi-journée d'intellectuel, donc de développement intellectuel, et une demi-journée de développement physique. Donc, je savais pas. Donc, le développement personnel n'était pas une activité intellectuelle, c'était une activité globale de développement de soi qui incluait et le développement intellectuel et le développement physique. Et c'est logique parce qu'en même temps, le corps et l'esprit sont tellement liés que ça fait vraiment du sens. Exact. Mon follow-up question était par rapport à un mot que tu utilises souvent depuis que je te connais. Et c'est le mot résultat. Tu es d'accord avec moi que tu utilises souvent ce mot-là? Tout le temps. Je me réveille le matin, je dis bon résultat. Oui, c'est ça. Je te souhaite des bons résultats aujourd'hui. À qui tu dis ça? Ah non, c'est ça. Tu t'appelles ta mère. Oui, Ouais, exact. c'est ça. Donc, à Noël, je souhaite joyeux résultats. c'est ça. Non, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qui représente pour toi ce mot-là, résultat, dans ta vie. OK, c'est rare, je suis déstabilisé par une question. On dirait je ne sais pas exactement. Aide-moi. OK. C'est quoi pour toi un résultat? Allons-y avec ça. Ah, ben pour moi, un résultat, c'est ce qui se passe après qu'une action a été effectuée, tout simplement. Parfait. Puis, c'est quoi les résultats que toi, tu souhaites atteindre? Comment tu te les fixes? Parce que tu es beaucoup dans l'efficience, la cohérence, puis l'atteinte de résultats. Ouais. Puis, c'est drôle parce que moi, je me détache beaucoup des résultats. Mm-hmm. Puis, en même temps, je suis conscient du besoin qui existe. Donc. En fait, les résultats, pour moi, oui, sont quelque chose peut-être de lointain dans le futur qu'on peut atteindre un jour, mais ce que j'aime beaucoup, c'est des résultats qui s'actualisent dans le présent de par les habitudes qu'on utilise pour les atteindre. Donc, par exemple, le chemin peut devenir le résultat. Exemple, le résultat que je veux corporellement, c'est d'avoir un corps aussi inspirant extérieurement que comment je me sens intérieurement. Donc, oui, c'est quelque chose que je peux un jour ou non obtenir. Mais je sais que pour ça, à tous les jours, j'ai un entraînement que je dois aller faire au gym de façon structurée. Donc, l'habitude est également le résultat. Parce qu'à chaque workout que je termine, j'ai réussi à atteindre le résultat que je voulais. C'est le fait de faire, tout simplement. Donc, oui, je me détache de l'ultime résultat. Je l'ai en tête parce que c'est ce que je veux. Ça m'aide d'avoir une image, ça m'aide à visualiser.
Mais ultimement, je suis conscient aussi que c'est fort possible que ce résultat-là futur n'arrive jamais, mais que c'est correct si je me suis concentré sur être heureux dans le processus, être bien avec mes décisions, être intègre, être cohérent, comme tu disais. Fait que Mm. c'est ça pour moi la notion de résultat ultime, c'est d'être capable, puis on en parlait justement dans le premier épisode, je crois, de me réveiller en feu, excité par ce qui m'attend, puis de m'endormir en paix, en sachant Mm. que j'ai été fier d'être la personne que j'étais aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. C'est là où je trouve intéressant d'amener ta vision de comment tu vois les résultats versus ce qu'on peut attendre. Souvent, le résultat, il est quantifiable, c'est un objectif que tu te rappelles toujours ton objectif. Puis c'est comme si souvent les gens vont oublier le process au quotidien, tu sais. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on a la même vision là-dessus. Les deux, au quotidien, on va chercher des petites victoires, puis dans le but, pas juste d'atteindre un résultat, mais de vivre le résultat au présent, dans le fond, de le vivre aujourd'hui. L'épisode de podcast qu'on enregistre en ce moment n'est pas juste à propos de va-t-il générer des vues, va-t-il aider des gens. Moi, je suis là avec toi dans le présent, je suis en train de le vivre avec toi, puis ça pourrait n'être que ça, où on pourrait apprendre après que les caméras n'ont pas fonctionné, mais j'aurais quand même été content de partager ce moment-là avec Mm. toi. Tu sais, Ouais. c'est ça le process aussi. Là. Le process et le résultat. Ouais, c'est bon ça. Je serais curieux de te poser la question dans tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Hey, tu es plus jeune que moi, pas mal, mais je pense que ça fait plus longtemps que moi que tu es entrepreneur. Dans tout ce que. Donc, constatation que je viens d'avoir live, qui contextualise ma question. Dans tout ce que tu as vécu dans le passé, ce que tu vis en ce moment, qu'est-ce qui te fait le plus chier dans l'entrepreneuriat? Bro! Par ordre alphabétique, voici la liste des choses qui me font chier de l'entrepreneuriat. Parce que tu es Instagrammable, hein, on s'entend? Dans le sens où on pourrait vraiment penser que tout va super bien tout le temps pour toi. Là. Mon point, c'est un peu ça. Hein? Puis Ouais, il y a plein de choses qui vont super bien dans ta vie. Je veux pas dire que tu tout es à un fait. wreck, Là. là, Il c'est y pas a ça au mon moins point. 2 choses que Oui, t'aimes de ça. ma vie. Ouais. Ben, c'est sûr que d'abord, je tiens à dire que je partage sur mes réseaux sociaux, surtout via Story, l'envers de la médaille. Je montre que justement, il y a des mauvais côtés, il y a des épreuves, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Puis je trouve que niveau authenticité, c'est quelque chose d'extrêmement important à faire. Tout créateur de contenu / personne qui a une certaine influence sur Internet devrait montrer qu'il y a deux côtés de médaille. Ceci dit, les choses que j'aime moins de l'entrepreneuriat, ben, c'est le fait que techniquement, ce ne sera jamais fini. Comme le jour où quelqu'un va dire je regarde ma business là, puis elle est faite. C'est quoi ça? Tu sais, je veux dire, j'ai l'impression qu'une to-do list d'entrepreneurs, c'est chaque fois que tu coches une tâche, il y en a deux qui poussent. Tu sais, c'est littéralement infini. Et de par le fait qu'il pourrait toujours avoir des logos améliorés, qu'il pourrait toujours avoir des clients à mieux servir, qu'il pourrait toujours avoir un site web optimisé, qu'il pourrait toujours avoir des campagnes de pub à réviser, ça ne s'arrête jamais. Donc, ça devient un exercice conscient de mettre le cerveau à off. Et ça, parfois, c'est difficile. Mm. Il y a certaines personnes qui travaillent du lundi au vendredi de 8 à 5 et littéralement, là, quand ils arrivent chez eux et qu'ils accrochent leur manteau, c'est terminé la charge mentale en lien avec le travail jusqu'au lendemain. Et je trouve ça fascinant parce que je me dis, mon Dieu, ça fait plus d'une décennie que je n'ai pas vécu cette sensation-là de j'ai rien à penser par rapport au travail. Fait que oui, des fois, part en voyage, louer un chalet, va une journée en bateau, tu sais, je suis capable d'être dans le moment présent, mais c'est entrecoupé quand même de pensées par centaines qui sont dirigées vers l'entreprise. Mm. Fait que ça, c'est une des choses que je trouve quand même assez épuisante par moment, c'est le fait que ça n'arrête pas et que il faut comprendre aussi qu'à un moment donné, la business pourrait toujours être plus grosse comme elle pourrait toujours être plus petite. Puis il faut faire le choix conscient là-dedans de justement définir où est-ce que je suis bien. Parce que si c'est juste à propos d'avoir la plus belle business possible, la plus grosse business possible, là, bonne chance pour être capable de faire la distinction entre je travaille puis je décroche. Mais quand tu arrives à te créer justement plus un peu comme on a une lifestyle business, ben là, tu peux te permettre, comme l'autre lundi que tu me disais, Emmanuel, aujourd'hui, finalement, pas de meeting, je m'en vais au spa. Puis moi, je te réponds genre, enjoy, mon gars. Tu sais, ça fait Ouais. tellement du bien, justement, d'être Ouais. capable de choisir à ce niveau-là. Fait que je me plaindrai pas de l'entrepreneuriat. J'adore, c'est ma vocation. Je ne me verrai jamais redevenir salarié. Mais c'est une des choses qui est difficile. Puis sinon, qu'est-ce qui est difficile aussi, puis ça, c'est plus dans les dernières années que je l'ai réalisé, c'est que à partir du moment où tu commences à avoir une team, tu commences à avoir des gens à ta charge, c'est que c'est plus juste à propos de toi.
c'est toi qui donnes le pain et le beurre sur la table de quelqu'un. Fait que tu as cette charge-là aussi qui est plus juste tes responsabilités que ça fonctionne. Puis c'est ton échec si ça ne fonctionne pas. C'est qu'il y a des gens qui dépendent de toi d'une certaine manière. Fait que ça rajoute une charge aussi qui peut être un défi parfois. Et puis là, je te pose plein de questions. Pour vrai, c'est des questions pour moi. C'est des questions que moi, je veux savoir. Qu'est-ce que tu penses de ça? As-tu déjà fait le travail de réflexion? Jamais. Jamais. C'est quoi ça? Le travail de réflexion entre le processus créatif, donc qu'est-ce que c'est créer, être un créateur, et ton entreprise ou ta vocation d'entrepreneur. Ou est-ce que tu as déjà aventuré un peu, tu t'es déjà aventuré là-dedans? Probablement que la réponse c'est non parce que je suis même pas capable de comprendre la question. OK. Parfait. En fait, est-ce que tu juges qu'un entrepreneur est un créateur? C'est relatif. Je pense que c'est tellement une question du domaine d'entrepreneuriat, puis il y a différents types d'entrepreneuriat, puis il faudrait le définir en fait, c'est quoi? Parce que quelqu'un qui est dans un marketing de réseau pourrait dire qu'il est entrepreneur. Quelqu'un qui a 150 employés comme quelqu'un qui en a zéro, maintenant, tout le monde va prendre l'étiquette entrepreneur. Ceci dit, par définition, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. Donc, on s'entend à partir du moment où tu as une idée, tu veux servir, tu veux résoudre un problème pour un certain type de personne, bien là, tu entreprends le processus parce qu'une business, ça règle des problèmes. On s'entend? Fait à partir du moment où est-ce que tu dois faire preuve de créativité pour régler des problèmes, soit d'une nouvelle façon, soit plus rapidement, soit plus efficacement, soit à moindre coût, ben par défaut, tu es un créateur. Toi, tu te considères-tu comme un créateur? Je me considère comme un créateur parce que, ben, d'abord, pour moi, la créativité est une des parties les plus stimulantes de ce que je fais. J'adore, j'ai tout le temps des idées de sketch, des idées de aussi loufoques les unes que les autres pour mes stories sur Instagram. Ceux qui me suivent d'ailleurs, bonjour, gang de débiles. On le sait, c'est particulier ce qui est partagé là-bas. Fait que oui, je me considère comme un créateur, là, définitivement. OK. Qu'est-ce que tu dirais en ce moment au Manu qui était, je pense que tu l'as déjà dit publiquement, donc je vais me permettre de le dire, mais qui était vraiment dans une position très difficile après sa carrière de basketball, qui était principalement couché dans son lit avec des idées sombres, puis découragé de la vie, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'avec le recul, donc je pense que ça fait presque 20 ans, un peu moins que 20 ans, un peu moins que 15 ans. Ça doit peut-être. faire 13 ans, quelque chose comme 13, ça. 14 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais? Mettons que tu le pictures dans son lit en ce moment. Ben, en fait, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Dans chaque podcast que j'ai fait dans ma vie, quand on m'a posé une question sur qu'est-ce que tu dirais au Manu d'avant, ma réponse, c'est toujours « Et je le dérangerai pas ». Je dirais rien parce que j'aurais trop peur d'influencer quoi que ce soit de mon destin. Parce que j'aime tellement la vie que j'ai bâtie aujourd'hui, puis je suis tellement fier de la personne que je suis devenue, que je me dis en ayant plutôt essayé de m'aider d'une manière ou d'une autre, peut-être que j'aurais complètement changé ma destinée. Fait que je voudrais pas toucher à mon passé, d'aucune manière que ce soit, mais si il y avait quelqu'un d'autre qui est dans une situation en ce moment, un peu comme j'étais à l'époque, quelqu'un qui est dans son lit à se demander est-ce que je continue, la vie vaut peut-être pas la peine. La chose la plus importante à réaliser, je crois, en termes de résilience, c'est que la vie, c'est des cycles et c'est exactement la même chose que la météo. Jamais quelqu'un n'a arrêté de croire que le soleil se lèverait, peu importe la noirceur de la nuit. Jamais personne n'a arrêté de croire au printemps, peu importe la dureté de l'hiver. Alors pourquoi est-ce qu'on arrêterait de croire en soi, peu importe à quel point est-ce qu'on se sent comme une merde en ce moment dans une période spécifique de notre vie? C'est la leçon clé principale qui m'a aidé à m'accrocher, c'est de me dire, même si je n'ai aucun indice autour de moi qui me laisse présager qu'il y a un avenir meilleur pour moi, il y a une partie de moi qui décide de croire parce que c'est comme ça dans l'univers que ça fonctionne. Il y a toujours de l'espoir pour qui que ce soit. Fait que c'est ça que je communiquerai comme message. C'est beau. Ah, je vais pleurer. Mm. C'est vrai. Ouais, c'est très beau. Puis je voulais t'amener dans cette zone-là parce qu'on a quelque chose en commun qu'on a découvert quand même dernièrement.
à travers la Life Mastery Family, ce qu'on fait, c'est qu'on s'ouvre les veines, tout le monde ensemble. Non, c'est pas vrai. Non, c'est une joke. C'est une mauvaise joke, mais en fait, on Au va se dire, sens. on ouvre nos émotions beaucoup, puis nos, nos parts d'ombre. On va Oh dire oui. ça comme ça. On va là, puis pour vrai, c'est tellement bénéfique parce que, comme tu l'as dit, comme au gym, s'il n'y a pas de micro-déchirure, il n'y a pas de croissance, si à l'intérieur de nous, on va pas un peu dans cet inconfort-là, puis c'est pas juste pour le fun d'aller dans l'inconfort, c'est vraiment juste dans le but de grandir, puis de s'en libérer, puis bref, à travers cet exercice-là, quand on s'est livré chacun de notre façon, chacun de notre côté, puis qu'on a vu les deux ce qu'on a livré, on s'est aperçu qu'on avait quelque chose de très similaire, qu'il y a des moments où on peut regarder autour de nous puis se dire, sans avoir des idées suicidaires, c'est pas ça le point, mais se dire, ah wow, mais il me semble que c'est vide. Il me semble qu'il manque de sens. Mhm. Il me semble à quoi bon, tu sais, par moment. OK? Puis je partageais ça, puis tu partageais ça, puis à un moment donné, je fais, oh shit, c'est fou à quel point on est pareil. Est-ce que tu vis ça d'une façon régulière, toi, ces moments-là encore aujourd'hui, ou c'était plus quand tu étais dans la période après basket? C'est sûr que c'est cyclique, mais l'espace entre les cycles s'agrandit au fil du temps. Donc, si aujourd'hui, par exemple, il y a des périodes où je trouve que certaines choses font moins de sens ou que je me questionne un peu plus sur le grand but de tout ça ou des choses comme ça, ben j'ai plus d'outils pour réussir à me ramener on track rapidement. J'ai un meilleur environnement pour m'aider à passer à travers. J'ai des meilleures habitudes de vie aussi pour ne pas rester là-dedans longtemps. Parce qu'on sait, par exemple, que si tu vas pas bien, puis en plus tu bois tout le temps de l'alcool, ben bonne chance. C'est un cercle vicieux. Fait que c'est sûr que je mets de plus en plus de choses en place dans ma vie pour avoir justement toutes les chances de mon côté de me sentir bien, de me sentir aligné, de me sentir en paix, en feu, comme on disait Mm. tantôt. Euh, Puis les moments où est-ce que ça m'arrive de me sentir moins bien, ça, c'est quelque chose qui a changé les dernières années. C'est que j'ai appris à accepter que ça se peut que ça arrive et c'est pas parce que j'ai un problème. Et si c'est pas parce que j'ai un problème, ça veut dire que j'ai rien à régler. Tu comprends? Mhm. C'est comme une journée là, où est-ce que tu te réveilles fatigué, puis toute ta journée, tu la passerais à essayer de ne plus être fatigué, au lieu de te dire, ben regarde, je vais faire ma journée, je me coucherai plus tôt à soir. Ouais. Fait que j'essaie d'appliquer ce principe-là de, on va dire, me crisser patience des fois quand ça va pas. Puis au lieu de partir en mode solution, ben faire ce que j'ai à faire, passer à travers, puis évidemment, comme de fait, tout ira mieux. Mhm. Puis, tu parles. Encore une fois, c'est moi qui pose des questions pour entendre tes réponses pour moi, puis j'espère que ça va aider des gens. Euh, Tu parles que tu as des meilleurs outils. Donc, mettons, quelqu'un là, qui nous écoute se dit, OK, pour vrai, là, moi, les boys, overall, là, tu sais, en ce moment, là, je me la pose la question. À quoi bon? Puis c'est quoi le sens de tout ça? Puis il me semble qu'il me manque, je vais réutiliser ce que moi j'ai dit, il manque du juice dans ma vie. Là. Il manque de feu. Il manque de. T'aurais-tu, mettons, je vais appeler ça des outils, mais tu sais, y a-tu 3 shifts, exemple, que tu pourrais apporter à une personne que tu as tiré de ton histoire de vie, on s'entend là? L'environnement, de un, va... Tu veux dire les personnes autour, excuse, je veux pas te Ouais, couper, mais. les personnes autour, l'environnement va tellement être un incitatif. On va recommencer. L'environnement, les personnes autour de toi vont tellement faire une différence énorme dans comment tu te sens. Parce que c'est la différence entre tout le monde qui dit ah, ben voyons donc, pourquoi tu fais ça? Tout le monde qui dit inquiète-toi pas, ça va fonctionner. Ça fait tellement une belle différence d'avoir des gens avec un bon mindset autour de soi. Donc, si on a une sensation de vide, entourons-nous de personnes qui nous font sentir plein, qui nous Mhm. font sentir vivants, qui nous font sentir alignés, en paix, ou qui nous montrent l'exemple de comment c'est possible, justement. Mhm. La deuxième chose, ben, c'est comment tu nourris ton esprit autrement que l'environnement. Les livres que tu lis, les podcasts que tu écoutes. Probablement que quelqu'un qui ne filait pas nécessairement est en train d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, puis va peut-être déjà un peu mieux. Mais c'est un choix conscient qui a été fait. C'est un choix d'écouter l'épisode. La personne pourrait très bien se dire ça marche pas, il n'y a pas de solution, mais elle a pris action. Je te dirais vraiment mon meilleur outil là, que j'aurais à partager, ben ça, il faut s'abonner à mon OnlyFans pour y avoir accès. Quelle bonne blague. Non, pour de vrai.
Un dernier outil que j'aurais à partager, ben, c'est tout simplement de s'autoriser à ce que les choses... En fait, c'est une croyance qui peut servir d'outil. C'est s'autoriser au fait que tout est un processus. Ça se peut que ça prenne du temps. Ça se peut que ce soit long. Ça se peut que ce soit dur. Ça se peut que ça nécessite tellement d'efforts. Ça se peut qu'il y ait plein d'échecs en cours de route. Mais plus tôt on accepte que la vie n'est pas linéaire et que la vie est constituée de hauts et de bas, je pense que c'est d'arrêter de se mettre la pression que ça devrait être une ligne droite parfaite vers le succès, vers le bonheur, vers la santé, vers l'amour, puis de comprendre que, puis ça c'est une image que j'ai partagée dans tous mes coachings depuis le début de ma vie, si la vie c'est des hauts et des bas, ça peut être des hauts de plus en plus hauts et des bas de moins en moins bas. Ou au contraire, si on ne se donne pas d'outils et qu'on ne fait rien, ça peut être des hauts de moins en moins hauts et des bas de plus en plus bas. Mais même quelqu'un qui est en croissance va quand même avoir à vivre ces cycles-là, comme on parlait des saisons tantôt. Fait que plus tôt tu acceptes ça, plus tu arrêtes de te taper sa tête quand ça va pas. Mm. Puis ça aide à être moins longtemps dans le creux de la vague parce que au lieu de chercher des solutions pour régler quelque chose qui est naturel, ben tu sais, je veux dire, on passera pas notre nuit à essayer de régler à noirceur. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. On dort, puis on se réveille, il fait beau, là. Mm. J'ai le goût de terminer avec la visualisation que j'ai parlé déjà dans un autre épisode que vous verrez. Donc, tu fermes tes yeux et aujourd'hui, c'est ta journée. T'es devant le miroir, tu te regardes, puis t'es habillé sur ton 36 avec ta camisole de basketballeur. Puis c'est ta journée, puis là, tu descends les marches de l'hôtel, c'est bondé sur Times Square. Et on dévoile le tableau où il y a une phrase que Manu veut que le monde entier sache. T'as le choix. T'as le choix. T'as le choix. Wow. C'est vraiment ça qui monte. Puis tu vois, mon livre, c'est Le pouvoir de choisir. Puis c'est une phrase extrêmement puissante que j'ai eue à la suite d'une visualisation en hypnothérapie qui a complètement changé ma vie. T'as le choix, c'est non pas de te dire que tout est toujours de ta faute. T'as le choix, c'est de comprendre que peu importe les circonstances, il va toujours y avoir un pourcentage, même si c'est 0,1%, sur lequel tu as quand même le pouvoir de choisir quelque chose, le pouvoir d'avoir une influence, le pouvoir d'avoir un impact. Donc, pour n'importe qui sent que c'est terminé, j'ai perdu, j'abandonne, c'est trop dur, tu as quand même la possibilité de faire quelque chose de plus ou de mieux ou de plus aligné par rapport à la situation. Et même dans le cas extrême, où on serait dans une situation dans laquelle on ne contrôle rien de la situation, on aura toujours le choix de qui on veut être pendant qu'on la vit. Mm. Et ça, c'est l'ultime pouvoir. Fantastique. Des paroles sages dignes de Viktor Frankl, qui était dans les camps de concentration juifs, qui a décidé d'agir en tant que psychiatre dans les camps de concentration. Bref, c'est Man's Search for Meaning, le livre. Mais bref, c'était digne de cette sagesse. C'est beau. Merci pour tes bonnes questions aujourd'hui, Guillaume. Ça fait plaisir, Manu. À bientôt.